Bien, bonsoir à tous. Voici le point de départ de notre nouveau cycle 2017, les défis de l'humanité. Bien. En effet, depuis quelque temps, vous avez pu le constater, nous sommes à la naissance d'une nouvelle civilisation. Et comme tout processus de naissance, il y a des douleurs, il y a des tiraillements. On voit combien finalement d'un côté, il y a toutes sortes de choses nouvelles qui apparaissent, des idées nouvelles, des énergies nouvelles. Vraiment, ça fuse de tous les côtés et on trouve ça généralement extraordinaire à travers des nouvelles initiatives. C'est décrit par certains films que tout le monde connaît, que tout le monde a vu. Et puis par ailleurs, on peut voir aussi combien il y a des éléments qui stagnent, qui restent dans le vieux monde, qui cherchent à conserver les vieilles choses, même qui cherchent à reculer, à en revenir à des fondamentaux encore plus forts. Et on voit comment quelquefois, c'est pas facile du tout de vivre ça dans le monde d'aujourd'hui. Et donc on a ces contradictions, on a ces deux aspects, et on est pris, et le monde est pris dans ces tiraillements. Et c'est pas toujours évident finalement d'arriver à voir comment on va s'en sortir. Sur quoi ça va déboucher? Sur qu'est-ce que ça va pouvoir donner? D'autant plus que c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses, il y a tellement d'éléments de partout, c'est tellement, dans un monde maintenant mondialisé, c'est tellement intriqué que c'est très très difficile d'arriver à comprendre véritablement tous les éléments. Qu'est-ce qui se passe? À moins d'être souvent des spécialistes, et encore les spécialistes, ils n'ont qu'une petite partie de la chose. C'est très difficile d'arriver à pouvoir, mais comment comprendre ce monde? Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'il faudrait faire. Comment est-ce qu'on pourrait agir? Mais nous, on se sent complètement impuissant parce que pour pouvoir agir, il faudrait pouvoir le comprendre. Mais comme on ne comprend pas grand-chose puisque ça part dans tous les sens, c'est extrêmement difficile. Donc on se sent relativement impuissant. Or, c'est important quand on travaille une certaine spiritualité maintenant de nos jours, de se rendre compte que la spiritualité n'a pas à vivre hors sol. Le temps où on vit une spiritualité complètement déconnectée du monde, qui est complètement en rapport simplement avec l'esprit, l'âme, etc. Ça, c'est terminé. On sait très bien maintenant que le but de la spiritualité, c'est d'amener des énergies fondamentales, c'est d'amener des énergies d'amour dans le monde d'aujourd'hui. C'est donc le but, c'est de le transformer. C'est donc pas de rester à l'extérieur en disant « moi, ça me regarde pas, toutes ces histoires matérielles, moi, je suis dans la prière ou dans la méditation ». Seulement, comment agir? Que faire? Que comprendre? L'année dernière, on a vu les travaux d'Hercule. Et le titre qui était derrière les travaux d'Hercule, c'était « Où va le monde ?» On a cherché justement à voir à travers les démarches que suivait Hercule en tant que disciple, en tant qu'humain, en tant que nous-mêmes, finalement, quelles étaient les 12 étapes fondamentales, les 12 travaux fondamentaux que nous avons tous à développer. Et à la fin, nous avions dit que ces 12 travaux, c'était pas forcément des choses qui étaient dans une succession comme ça, donc l'une après l'autre. C'était souvent des étapes qui devaient être développées en même temps, et que ça représentait finalement ce que nous avions tous à travailler et à développer pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer. Que ce soit nous en tant qu'individus, en tant que société ou en tant qu'humanité. Il serait donc maintenant intéressant qu'on a repéré quelque peu ces étapes et ces travaux, de les relier à ce qui se passe maintenant. Finalement, l'Hercule du monde, maintenant, il travaille, il se développe comment, de quelle manière? Comment les choses s'incarnent? Comment les choses se développent? Est-ce que dans les difficultés du monde dans lesquelles nous nous débattons, est-ce que finalement on peut retrouver ces aspects-là? Est-ce qu'on peut comprendre quelque chose? Et est-ce qu'on peut agir d'une certaine manière? Voilà pourquoi cette année, un peu comme une suite, nous avons envisagé de travailler sur les problèmes de l'humanité en disant ces problèmes, ce sont des défis. Un défi, c'est un obstacle à surmonter. Et donc, dans l'histoire de l'évolution de l'humanité, il y a un certain nombre d'obstacles à surmonter, on le voit bien. On voit aussi bien les énergies qui cherchent un petit peu à percer. Mais comment on va s'en sortir? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc, la spiritualité au quotidien, les défis de l'humanité, c'est ce que nous allons chercher à voir cette année. Alors, c'est là on pourrait se dire, mais dis donc, si on essaye cette année d'aborder les problèmes de l'humanité, c'est pas une année qu'il va falloir, c'est 10. Parce que vu tous les problèmes qu'il y a, on n'est pas sorti de l'auberge. Paradoxalement, non, croyez pas ça. Tout au plus, on pourrait imaginer qu'il y a 7 problèmes à traiter. 7 défis. Pas plus.
Ça peut paraître bizarre. Pourquoi? Tout simplement parce que, fondamentalement, il existe cette énergie-conscience. Il existe 7 énergies fondamentales, 7 rayons. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler des rayons, on pourrait dire simplement qu'il y a 7 expressions de la grande vie, la grande vie fondamentale. Et que cette grande vie, elle se développe, elle s'exprime à travers cette énergie-conscience et qui influence naturellement la planète Terre, entre autres, mais naturellement tout ce qui existe dans l'univers. Et c'est ce qui amène finalement tout ce que nous appelons le monde des phénomènes. Donc ces énergies-consciences sont les véritables vecteurs, c'est véritablement ce qui nous amène à développer donc notre évolution, notre histoire et toute la vie de la planète Terre. Donc, s'il y a 7 points fondamentaux, naturellement, il va y avoir 7 problèmes. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui n'ont jamais entendu parler, on pourrait dire simplement, très rapidement, sans rentrer dans les détails, que le premier rayon, la première énergie, est celle qui affirme l'existence d'un plan d'amour à mettre en place sur Terre. La deuxième énergie représente justement cette qualité d'unité. Elle affirme l'unité de tout. La troisième énergie affirme la nécessité de travailler avec une intelligence créatrice, une création permanente, l'humain étant le continuateur justement de cette création et qui doit le faire avec une intelligence avec un I majuscule. La quatrième énergie nous propose de relier les opposés, esprit-matière, conscience-forme. Comment harmoniser ces deux aspects-là? Et les 3 dernières énergies nous invitent à matérialiser dans le concret ce que nous pouvons percevoir dans l'abstrait. Par exemple, la 5e énergie essaye de transformer des idées abstraites en idées à valeur d'application concrète, d'une manière scientifique. La 6e énergie amène à travailler avec les idéaux fondamentaux et à en faire quelque chose du point de vue humain. Comment nous, on peut relier ces idées tout à fait abstraites à des idéaux qui nous fassent avancer. Quant à la 7e énergie, elle cherche à transformer le monde idéal jusque dans le monde des formes, dans le monde du concret, dans le monde de la matière. Naturellement, ce sont 7 énergies abstraites. Et ces 7 énergies abstraites, vous imaginez bien que les gens qui sont dans un état de conscience remarquable peuvent manipuler ces énergies, les vivre d'une manière parfaite. Mais nous, humains, qui sommes très très loin encore de la perfection et qui sont encore au b.a.-ba un petit peu du développement, ces énergies, on les vit plus ou moins bien, plutôt moins que plus, et puis on les déforme, voire même, la plupart du temps, on va carrément les inverser. D'où, finalement, toutes les problématiques qui existent sur Terre. On pourrait donc faire, si vous voulez, quelque chose qui ressemblerait à ça, une forme de dessin triangulaire, dans lequel on pourrait dire, au point de départ, il y a une énergie fondamentale ici, celle qui est proposée tout à la pointe du triangle. On pourrait faire 7 triangles comme ça. Et puis ces énergies, elles vont se décliner progressivement au fur et à mesure qu'elles vont descendre dans les mondes abstraits, concrets, au fur et à mesure qu'elles vont descendre, ça va donner un certain nombre de matérialisations. Mais naturellement, ici, on aura, nous, ce que nous connaissons, c'est-à-dire tout ce qui apparaît sur les mondes physiques et sur les mondes phénoménaux. Naturellement, au départ, il y a une proposition, à l'arrivée, il y a une infinité donc, de résultats et de concrétisation. C'est pour ça que pour nous, du point de vue d'en bas, on pourrait dire, mais il y a une infinité de problèmes. Oui, vu comme ça. Mais si on remonte, en fait, réellement, non, finalement, il y a une proposition qui peut donner une infinité de problèmes. C'est pour ça que c'est intéressant de voir comment, finalement, cette année, ça va nous amener à travailler avec ce monde des énergies, avec ce monde des 7 rayons, même si on ne va pas développer les 7 rayons d'une manière théorique, mais ça nous amènera forcément à les évoquer parce qu'ils sont à la base donc de cela. Ils sont l'élan de vie fondamental par lequel, finalement, toute cette grande vie fondamentale s'exprime. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, donc à travers cette histoire, il faut voir donc que tout ce qui est concret, c'est même scientifique on pourrait dire, tout ce qui existe d'une manière phénoménale, donc tout ce qui est pour nous le monde réel, le monde tangible, est en réalité quelque chose qui provient de l'abstrait. Encore une fois, ça vient de ces fameuses 7 énergies de rayon. Naturellement, ces 7 énergies, on les voit comme ça souvent d'une manière un peu séparée pour bien les comprendre. Naturellement, en réalité, elles se combinent. Elles se chevauchent. Il y a rarement une seule énergie qui intervient par phénomène. Donc il y en a plusieurs. Donc c'est pour ça que ça se complique un petit peu plus dès qu'on commence à descendre dans la concrétisation. Donc au départ, c'est extrêmement simple.
Mais plus on va descendre dans les niveaux donc plus concrets, eh ben c'est certain qu'à partir de ce moment-là, on va arriver à des multiplications, hein, ici donc à descendre de plus en plus, et ça devient quelquefois assez inextricable, très difficile à comprendre, à voir. Si bien que ça ressemble un petit peu à une forêt. C'est vrai que quand vous êtes pris dans la forêt, là, comme ça en bas, et que vous dites, mais où est le chemin? Je suis complètement perdu, je ne sais plus du tout où j'en suis. Si on avait le pouvoir de pouvoir s'envoler et de se mettre tout de suite 100 mètres au-dessus de la forêt, ah, c'est sûr qu'immédiatement, on repérerait très très bien où on en est. Et actuellement, c'est ce qui se passe pour nous dans le monde. Finalement, on est pris complètement dans la forêt de tous les problèmes, de tous les événements, que ce soit simplement dans notre propre vie, hein, dans notre entourage ou dans la vie du monde, eh bien, on est là-dedans et on dit, mais c'est vrai que si pour essayer de comprendre quelque chose, il serait peut-être intéressant de pouvoir remonter, prendre de la hauteur et de voir ce qui se passe réellement. Cette fameuse tendance qu'on dit souvent, il faudrait prendre de la hauteur dans sa vie. Mais on va voir que ça a des applications beaucoup plus importantes que ce qu'on pourrait croire. En effet, ce que nous cherchons à travers ces défis de l'humanité, c'est pas simplement d'essayer de comprendre, c'est de pouvoir intervenir. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'une spiritualité qui ne se vit pas hors sol, mais dont le but est véritablement d'amener des modifications dans le monde, d'amener véritablement l'amour dans le monde. C'est ça le but. Par conséquent, ce qui va être intéressant, c'est de dire, oui, il va falloir qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Il va falloir trouver le chemin qui, finalement, des niveaux plus bas, va nous ramener progressivement vers la source. Je dis bien vers la source, parce que trouver la source elle-même est quelque chose d'assez difficile. Oh, pas en théorie. Oh, ça, en théorie, c'est vrai qu'on peut très vite analyser un phénomène mondial et dire, bah, c'est facile. À travers ce phénomène que vous voyez là, c'est de tels rayons dont il s'agit. C'est de telle énergie. Vous voyez, par exemple, on pourrait très bien dire, bah voilà, entre le problème palestinien, le problème juif, c'est un problème de rayon 2 d'amour-sagesse. Ah ouais. Bah oui, on est bien avancé. Hein. Donc on a la source, mais c'est simplement des mots. Ça ne nous sert pas à grand-chose. Par conséquent, là où ça va pouvoir servir, c'est dans la mesure où nous sommes capables, nous, de remonter à la source en le vivant intérieurement, en sachant qu'est-ce que ça veut dire intérieurement. Sinon, on peut strictement rien en faire. Sinon, on a un titre, on a des belles paroles, mais on ne peut strictement pas s'en servir. Donc le but, c'est d'arriver progressivement à trouver ce monde d'énergie, à remonter vers cette proposition. Et à partir du moment où on est capable justement d'être un peu plus en prise, de se rapprocher de cette proposition, comment est-ce qu'on peut redescendre, accompagner à nouveau la concrétisation de cette proposition, mais d'une manière naturellement beaucoup moins déformée? Comment est-ce qu'on peut amener une concrétisation plus juste, moins inversée, moins déformée que celle à laquelle nous assistons d'habitude donc au niveau du quotidien. Et c'est ainsi qu'on peut changer progressivement le quotidien donc tel que nous le vivons individuellement ou collectivement. Voilà donc le processus. Si vous voulez, la théorie, le principe, c'est extrêmement simple. Pour résoudre les problèmes du monde, il suffit de remonter à la proposition initiale. Quelle est l'énergie qui est proposée à l'humanité? Réaliser que l'humanité, face à cette énergie, a des réponses qui sont tout à fait, pour l'instant, inadaptées, parce qu'on en est là où on en est. Et par conséquent, à partir du moment où on comprend mieux et on vit mieux cette énergie, eh bien, on redescend et on amène une meilleure manifestation et des corrections dans le monde de la forme. Et c'est tout. Vous voyez, c'est simple, hein, résoudre les problèmes de l'humanité. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est pas un peu simpliste, un peu ton histoire, là, un peu comme ça, face à la complexité, tous ces gens, tous ces spécialistes qui disent, mais c'est fou tous les problèmes qu'il y a. Tu dis, il suffit de remonter, puis après on redescend, puis voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Ah oui, oui, ah oui, oui. C'est pas simpliste, mais pourtant c'est simple. Toutes les lois fondamentales sont simples. Notez que je ne dis pas facile. D'accord? C'est simple. Si vous prenez par exemple la loi d'amour, mais la loi d'amour, c'est simple. Tout est un. Voilà. Bon, le vivre, en réaliser la portée, ça c'est une autre paire de manches. Là, effectivement, c'est extraordinairement difficile. Mais c'est simple. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'il est difficile d'être simple? Prenez par exemple la fameuse loi, on pourrait prendre toutes les lois comme ça, mais celle-là est bien connue,
la loi qu'Einstein a découverte de l'équivalence entre la masse et l'énergie. Cette loi qui dit que la masse, l'énergie d'un corps, elle est égale à sa masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. C'est la fameuse formule, hein, E égale mc2. On ne peut pas faire plus simple. Voilà, l'énergie, c'est la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Oui. Mais alors, pour le comprendre véritablement, comment est-ce qu'on en est arrivé là, et pour voir un peu toutes les applications, c'est extraordinairement difficile. Et bien peu d'entre nous en sont capables. Mais la loi est simple. Toutes les lois fondamentales sont simples. Tous les principes sont simples. C'est pour ça que, oui, ça peut paraître simpliste de dire, mais au départ, il y a quelque chose là. Ah oui, mais c'est toujours comme ça. Aussi bien dans les sciences physiques que dans les sciences intérieures. Mais par contre, dès qu'on va descendre, qu'il s'agisse de cette formule, hein, entre cette formule E égale mc2 et être capable de fabriquer une bombe atomique ou une centrale nucléaire ou tout ce qu'on pourra développer bientôt, ah bah c'est extrêmement difficile. Ah, c'est très difficile. Mais le principe est simple. Le problème, c'est plus on descend, plus ça se complexifie, plus ça devient vraiment inextricable, moins on comprend ce qui se passe, et puis arriver tout au bout, ça paraît absolument ingérable, incompréhensible. On ne peut pas intervenir. Mais le principe fondamental, lui, effectivement, il est tout à fait ce qu'il y a de plus simple. C'est pour ça que, vous voyez, pour arriver à comprendre et à agir sur les problèmes du monde, si on se sent de plus en plus responsable de pouvoir justement changer la face du monde actuel, si on se sent nous-mêmes engagés là-dedans, il faut comprendre simplement que le principe, il est là. C'est que tant qu'on en reste dans la forêt, comme ça, on ne peut strictement rien faire. Il faut absolument prendre de la hauteur, remonter et voir finalement quelle est la proposition d'origine à laquelle nous répondons fort mal. Comprendre cette proposition d'origine et la rectifier progressivement vers le bas. Voilà. Maintenant, la question c'est comment on fait. Le principe est simple, maintenant rentrons dans la difficulté du comment faire. Vous aurez remarqué que le titre, il y a deux titres dans cette conférence d'aujourd'hui, c'est « Qui a raison, qui a tort ?» et « Le problème de la vérité ». Nous commençons par cette conférence parce que elle va véritablement nous montrer le processus à suivre pour les 11 autres. Tous les problèmes que nous allons mettre en œuvre, que nous allons examiner ensemble, eh bien, on va se servir du processus que nous allons voir là aujourd'hui. C'est-à-dire le problème de la vérité. Parce que c'est vrai qu'on va pouvoir évoquer des choses, en commençant par le mois prochain, sur le problème des frontières, le problème de l'immigration, et aussitôt, on va avancer peut-être des idées, on va avancer peut-être des énergies, on va travailler des choses. Et aussitôt, ce qui arrive dans la tête de chacun, c'est « mais tu as raison ou tu as tort ?» Tu dis ça, mais il y en a d'autres qui disent d'autres choses. Et finalement, ce qui nous revient toujours dès qu'on est dans des discussions concernant la vérité, c'est qui a raison et qui a tort. Même bien souvent, on en reparlera tout à l'heure, hein, à la suite à des conférences comme ça que je peux vous faire, il y a beaucoup de gens qui me disent mais tu dis des choses, mais il y a des gens qui disent pas exactement pareil. Il y a même des gens qui disent le contraire. Alors, lequel de vous deux a raison ou lequel a tort? Est-ce que le problème de la vérité peut se poser véritablement de cette manière-là? Est-ce que finalement le problème de la vérité, c'est-à-dire trouver le vrai, c'est-à-dire le réel avec un R majuscule, le vrai qui est proposé pour aboutir à quelque chose d'autre, est-ce que ça peut se poser véritablement en termes de qui a raison, qui a tort? Pas sûr du tout que ça puisse se poser comme ça. Pourtant, pour nous, c'est souvent au niveau du quotidien comme ça que ça se fait. Vous savez, Raymond DeVos, il y a très longtemps, a écrit un texte extraordinaire sur qui a raison, qui a tort. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte, je ne résiste pas à l'envie de vous le raconter. Donc voilà le texte de Raymond DeVos, une bonne introduction. Il dit, le problème c'est que tout le monde veut avoir raison. Tout le monde veut toujours avoir raison. Moi, pendant longtemps, j'ai donné raison à tout le monde. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Donc j'avais raison. Par conséquent, j'avais tort. Tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire qu'en fait, moi qui n'avais pas tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui croyaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. J'ai raison, non? Puisqu'ils avaient tort.
Et sans raison encore. Bon. C'est vrai que moi, il m'arrive d'avoir tort. Mais quand j'ai tort, j'ai mes raisons. Que je donne pas d'ailleurs, parce que ce serait reconnaître mes torts. Il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison. Mais c'est un tort. C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort. Il n'y a pas de raison. Enfin, d'une manière générale, il faut se rendre compte qu'on a toujours tort de vouloir avoir raison avec des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Voilà. Vous voyez, c'était vraiment intéressant de voir dans ce texte qu'il combine toutes les possibilités de raison et de tort. Et c'est véritablement comme ça qu'on pourrait voir les choses. Donc, j'aime bien la phrase qui finit ce texte. On a toujours tort de vouloir avoir raison avec les gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Ouais, c'est vrai qu'on a souvent tort de vouloir avoir raison, d'une manière générale. Mais ce qu'on va voir, c'est que d'une manière encore plus générale, on a toujours tort de vouloir avoir raison. Ça ne peut pas se présenter de cette manière-là. En effet, quelqu'un qui dirait comme ça d'une manière absolue, j'ai raison. Point. Souvent même on ajoute point barre, pour être sûr que ça ferme bien. C'est tout, j'ai raison, dans l'absolu. Ça veut dire qu'il a la vérité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est absolument persuadé qu'il a raison, qu'il soit scientifique ou autre, c'est quelqu'un qui est absolument sûr d'avoir la vérité. Mais comment peut-on être sûr d'être dans le vrai, d'avoir la vérité? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est vrai que la plupart du temps, quand on dit j'ai raison, c'est rarement comme ça dans l'absolu. C'est plutôt par rapport à d'autres personnes. C'est j'ai raison, je te le signale. Donc ça veut dire que tu as tort. Tais-toi, tu as tort. Bon, voilà. Donc moi j'ai raison. Oui, mais là on est plutôt dans un rapport de force, on est dans un combat, et on est dans une histoire de personnalité qui est très très peu intéressante. C'est plutôt parce que ça me ferait mal d'avoir tort. Donc voilà, j'affirme avec force comme ça que j'ai raison. En fait, quand on est comme ça dans le raison ou dans le tort, on reste tout simplement dans les aspects bas du vrai. On n'est pas du tout dans les aspects de la vérité. Simplement, on s'est construit une petite vérité, on s'est construit quelque chose à soi, et à partir de là, comme on n'est pas toujours très très sûr que ça soit quand même ça, et puis vis-à-vis des autres, et puis on veut avoir l'air quand même d'avoir fait des recherches, donc voilà, on est sûr d'avoir raison. Et puis on est prié de ne pas me remettre en question dans ma raison d'être. Le vrai, c'est complètement autre chose. Le vrai, c'est quelque chose qui nous échappe complètement. On pourrait dire que ce qui est intéressant dans le vrai, c'est de ne jamais penser qu'on est dans le vrai, pas plus qu'on a raison. À partir du moment où je pense que je suis dans le vrai, je m'arrête. Ça y est, là c'est vrai. Alors qu'il faut considérer le vrai, la recherche de la vérité, comme un chemin, comme quelque chose sur lequel nous avançons pas à pas, continuellement. Et donc, il est évident que le pas sur le moment où je peux dire, tiens, là je crois que c'est vrai. À peine j'ai dit ça que je franchis l'autre pas. Bah non, c'est plus vrai. Ça c'est vrai. Bah non, c'est plus vrai. Ah bah ça c'est vrai. Ah bah non, bah ça c'est vrai. Et c'est ça qui est intéressant. C'est considérer que le vrai, c'est toujours le pas d'après. À partir du moment où j'essaye de me revendiquer comme étant dans le vrai, parce que là maintenant j'y suis, ça veut dire que je m'arrête. Ça veut dire que je campe sur ma position. Ça veut dire que je suis content de moi. Ça veut dire que finalement j'ai trouvé quelque chose qui est tellement intéressant, qui est tellement génial, que ça c'est vrai. C'est vrai de vrai. Et que là je campe là-dessus. Mais je me coupe complètement de ce qui risque de venir. Et forcément c'est faux. Parce que le vrai ne supporte pas l'immobilité. Le vrai ne supporte pas d'être mis en cage, ne supporte pas d'être mis comme ça en forme. C'est quelque chose qui est constamment évolutif. Donc ce qui est intéressant, c'est notre démarche continuellement sur le vrai. Alors on pourrait dire, mais alors, on n'a jamais vrai? Bah ça dépend comment on le voit. On n'a jamais vrai ou on a toujours vrai. Le vrai absolu, qu'est-ce qui est vrai? Où est la vérité avec un V majuscule? Mais nul n'en sait rien. Parce que on pourrait remonter, si vous voulez, par rapport à une certaine énergie en haut du triangle. Mais ces triangles eux-mêmes font partie de triangles encore plus vastes, qui eux-mêmes font partie de triangles encore plus vastes. Et finalement, est-ce qu'il y a un point, un triangle tout en haut, tout en haut? Je n'en sais rien. Le vrai, ça ressemble à l'horizon. Plus on avance, plus il se recule.
Donc pouvoir dire qu'à un moment donné, on est dans le vrai, non, certainement pas. Et puis, à quoi ça servirait ce véritable vrai? Oui, c'est impressionnant. Quand par exemple, quand on imagine quelquefois des gens, quand on entend des gens qui parlent de telles croyances ou de telles vérités dont ils sont absolument sûrs, et qu'on s'aperçoit à quel point c'est limité, c'est dans un cadre extrêmement limité, et que si on les pousse un petit peu à aller un peu plus loin, mais plus loin, qu'est-ce qu'il y a, puis encore plus loin, bah, non, ils veulent pas, parce qu'ils en reviennent à ça, parce que sinon, vraiment, ça déstabilise totalement. Et donc, il faut s'habituer au fait que peut-être que la vérité ultime, pour nous, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Vous voyez, par exemple, quand on parle de Dieu, est-ce que vous avez remarqué, alors, au-delà des représentations enfantines, mais souvent on s'aperçoit que beaucoup de personnes ne sont pas allées tellement au-delà des représentations enfantines. Comment dans les religions, c'est un Dieu qui est quand même fortement terrestre. C'est-à-dire Dieu, on nous dit, on ne l'imagine pas comme un monsieur au ciel. Non, mais n'empêche dans l'orbite terrestre quand même. Personne ne songerait à vous dire dans une religion que Dieu habite Vénus. Ou plutôt dans le Soleil. Non, on l'imagine toujours quelque part dans l'orbite de la Terre, et s'occupant des terriens. Mais pour croire à un Dieu comme ça, il faut avoir jamais fait d'astronomie. C'est-à-dire que quand vous commencez à faire de l'astronomie, et que vous prenez de la distance, et que vous voyez que notre planète est juste un aspect du système solaire, lequel système solaire est simplement quelque chose de minuscule dans notre galaxie, et que notre galaxie en est une parmi des milliards, où est Dieu dans tout ça? Et on se rend compte que cette image de Dieu ou de la vie ou d'une grande vie fondamentale, peu importe comment on l'appelle, il faut drôlement renouveler nos impressions. Ça ne peut pas être quelque chose qui est dans l'orbite terrestre, c'est strictement impossible. Par conséquent, c'est pas quelque chose à qui on peut forcément s'adresser comme « Mon Dieu, s'il vous plaît ». Ou bien quand on dit que quelqu'un qui vient de mourir, Dieu l'a rappelé à lui. Mais qui? Qui Dieu? Où? Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de se poser des questions comme ça. Il n'y a pas forcément de réponse, hein. Mais pour se rendre compte que finalement, face à une grande vérité absolue, bah, on est un peu désarmé, puis ça ne nous sert pas à grand-chose. Finalement, en imaginant qu'on nous dise, bah, peut-être il y a un gigantesque Dieu universel qui comprend les milliards de galaxies, et c'est la conscience qui habite tout ça. Bah, tant mieux. Mais qu'est-ce que ça nous amène à nous, à notre quotidien? Mais rien du tout. Mais rien. C'est pour ça qu'il faut en revenir de ces grandes vérités, et puis revenir simplement à notre chemin sur lequel on avance progressivement. On dit, mais qu'est-ce qui est vrai pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je vis? Et en revenir au concept, non pas de vérité absolue, mais de vérité utile. Quelle est la vérité utile qui aujourd'hui me fait avancer? Quelles sont les vérités utiles qui aujourd'hui font avancer l'humanité? Parce que des grandes vérités absolues, ça ne nous sert à rien du tout. Et donc c'est ça qui est intéressant. Naturellement, toutes ces vérités utiles sont extraordinairement différentes selon les peuples, selon les époques, puis selon les individus. Donc chacun, effectivement, sa vérité utile, parce que c'est intéressant de croire en quelque chose, ou de voir quelque chose, ou de comprendre quelque chose, qui finalement, à travers ça, nous fait progresser. En sachant que dès que j'aurai fait un pas, je m'apercevrai que cette vérité utile, elle ne l'est plus, puisqu'elle m'a fait faire ce pas, et que maintenant je vais en trouver une autre, et une autre, et une autre. Et ainsi, toutes les vérités sont respectables, dans la mesure où elles font toutes avancer les gens. Il n'y a pas des vérités supérieures à d'autres. Chacun a une vérité plus fondamentale qui le fait avancer. Alors on va dire, ben alors, toutes les vérités se valent. Non, bien sûr que non. Par exemple, si je remonte ici dans mon triangle, si j'ai une petite vérité qui m'éclaire, moi, qui me fait avancer, voilà, cette vérité, c'est mon petit triangle ici. Elle me fait avancer ici. Mais elle ne comprend que moi. Les autres, ça ne les intéresse pas, cette vérité. Si j'arrive à ouvrir ma conscience à des vérités plus grandes, plus globales, alors je m'aperçois qu'effectivement, là, voilà, je suis remonté ici, et c'est une vérité qui éclaire quand même pas mal de gens. On l'a un petit peu tous en commun. Donc cette vérité est peut-être plus intéressante que celle qui est purement individuelle. Et puis, ainsi de suite.
Et c'est vrai que quand on commence à avoir des vérités qui englobent beaucoup de monde, beaucoup de choses, qui peuvent être utiles et qui sont véritablement des vérités globales, bon, là aussi, elles sont de plus en plus intéressantes que les vérités individuelles. Mais on ne peut pas les aborder d'un coup. On est obligé d'y aller progressivement, en grimpant tout doucement, jusqu'à les rejoindre. C'est pas du tout quelque chose qu'il est possible de gagner comme ça d'un seul coup. Donc la vérité est véritablement quelque chose qui se gagne comme ça progressivement. Et quelque chose qu'on vit. Une vérité théorique ne sert à rien. Seules les vérités que nous pouvons vivre nous sont véritablement utiles et nous font avancer. Alors, il va nous falloir découvrir progressivement les vérités sur ce monde. Comment comprendre ce monde et pourquoi? Comment comprendre pourquoi est-ce que nous n'arrêtons pas de déformer les propositions fondamentales et comment les remettre à leur place? C'est ça qui va être intéressant. Et du coup, on va s'apercevoir que le fait de dire « j'ai raison » et « tu as tort », mais n'a plus aucun sens. C'est simplement des petites histoires de personnalité. Finalement, le plus grand tort de l'humanité, c'est de vouloir avoir raison. Tiens, je fais du Raymond DeVos. Donc, il n'y a aucune raison. C'est simplement des histoires de conflits individuels. Et que chacun peut travailler avec la vérité qui est la sienne à ce moment-là. Vous connaissez peut-être le proverbe suisse qui dit « Quand on sait ce qu'on sait et qu'on voit ce qu'on voit, on se dit qu'on a raison de penser ce qu'on pense. » Ça a été beaucoup repris par des humoristes, souvent même ça a été ajouté, il y en a qui ont ajouté quand on entend ce qu'on entend, etc. Bon, voilà. Mais c'est authentiquement, c'est un proverbe suisse. Et c'est très intéressant parce que il y a le mot raison, on a raison de penser ce qu'on pense, mais non pas pour dire j'ai raison, mais pour dire quand on sait ce qu'on sait, qu'on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, bah ce sont bien des raisons de penser ce qu'on pense. Et en effet, si le fait de dire avoir raison ou avoir tort n'a pas beaucoup de sens, si ce n'est au niveau des débats personnels, par contre, il faut bien arriver à se rendre compte que par rapport à notre captation de la vérité, par rapport là où on en est, sur le chemin que l'on fait, on a des raisons de penser ce qu'on pense. On n'a pas raison, mais on a des raisons. Et ça, c'est tout à fait important. Nous avons tous des raisons, souvent d'ailleurs on dit des bonnes raisons. J'ai jamais entendu quelqu'un dire j'ai des mauvaises raisons de penser. Donc, on a des bonnes raisons de penser, on a des bonnes raisons de croire en telle ou telle chose. Et donc, toutes nos pensées, toutes nos croyances, toutes nos opinions, toutes sont fondées sur de bonnes raisons. Et c'est là qui va être la question. Quelles sont ces raisons? Comment travailler avec ces raisons? Parce que c'est ça qui va fonder finalement notre chemin de vérité. La plupart du temps, c'est vrai que quand on cherche un petit peu ce que sont ces raisons, oh, bah, ça va pas très très loin. Ce sont des raisons héritées de l'éducation, héritées de ce que j'ai appris, héritées de ce que j'ai lu. Souvent, ce sont des raisons fondées sur ce que j'ai entendu à la radio, vu à la télévision, ce que j'ai lu. Ce sont des raisons fondées sur des discussions. Bref, ce ne sont pas des choses auxquelles j'ai toujours véritablement réfléchi profondément. Donc, on a des raisons qui sont très très souvent fondées simplement sur le monde physique ou sur le monde émotionnel. Souvent, même c'est purement physique, hein. Pour certaines personnes, on va dire, bah écoute, moi je pense que tout simplement, les immigrés, il faut absolument les refuser à la frontière, tout simplement parce que bah, la mathématique est très simple, hein. Il y a 2 millions d'immigrés, il y a 2 millions de chômeurs. Non, c'est pas possible, quoi. Voilà, ça marche pas. Oui, c'est une mathématique très très simpliste qu'on peut retrouver comme ça, donc au niveau physique. Bon, c'est une raison. Si on cherche des raisons plus sensibles, plus émotionnelles, on va en trouver d'autres. Si on recherche et si on remonte sur des raisons plus mentales, on va encore en trouver d'autres. Et finalement, la qualité du vrai, la qualité de ma pensée, repose sur la qualité des raisons. Quel est le monde causal de ma pensée? Ah, si je suis remonté au monde causal fondamental, le monde de l'âme, le monde du un, le monde de la proposition, ah, peut-être que là, effectivement, ma pensée repose effectivement sur des causes intéressantes. Mais c'est rarement le cas. La plupart du temps, nos opinions, nos idées reposent simplement sur des réflexions. Et puis surtout, sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Par exemple, quand on discute avec quelqu'un sur le problème des immigrés, bon, ben, pourquoi est-ce que tu refuses les immigrés?
la personne va commencer par vous donner souvent des raisons intellectuelles. Parce qu'on ne peut pas accueillir tout le malheur du monde, parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde, parce qu'il n'y a déjà pas de travail, etc., etc. Mais si on creuse de plus en plus, on va trouver chez la personne très vite des peurs de manquer, ou des peurs de l'autre, ou des angoisses. Et finalement, on va trouver toujours quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion, de la peur, de l'affectif, de la préférence, du goût. Bref, on va toujours tomber finalement sur l'émotionnel. Autrement dit, la plupart du temps, malheureusement, ce qui nous donne des raisons de penser ce qu'on pense, c'est très souvent à base d'émotions et d'intellect pas franchement toujours très bien développé. Sans compter tout ce qui est basé simplement sur ce qu'on a entendu ou ce qu'on a lu, mais qu'on n'a pas repassé véritablement nous-mêmes au filtre de notre réflexion profonde. Et finalement, tout le travail, pour arriver à remonter, tout le travail va consister à passer tous ces différents filtres. Tout le travail, ça va être finalement d'arriver à dire, mais il faudrait revoir toute notre compréhension du monde et tout ce que nous pensons du monde au-delà de nos peurs, au-delà de nos a priori, au-delà de ce qu'on pense depuis toujours, au-delà de ce que je dis depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça suffit. Maintenant, comment est-ce que je peux arriver à remonter le monde des raisons? Comment est-ce que je peux arriver à retrouver des raisons qui soient de plus en plus de cœur et des raisons qui soient un petit peu moins personnelles et émotionnelles? C'est tout le travail qu'on va avoir à faire. Sinon, on reste complètement à patauger donc dans ce monde inférieur, dans ce monde des causes telles qu'elles sont ici. C'est pour ça, oui, que donc il y a un travail vraiment important pour nous éduquer de plus en plus à une ouverture. Il va falloir s'éduquer à une ouverture sensible et mentale, de manière à pouvoir remonter progressivement ce qui fonde nos pensées. Mais ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple parce que ça va nous demander véritablement une transformation. Je vais refaire un triangle parce que celui-là est un petit peu perturbé. En effet, je vous disais que, à l'origine, tout est abstrait. Tout est énergie, comme dit la physique quantique. Et donc, au départ, dans le monde, il n'y a qu'énergie. Et que nous, ce que nous appelons le monde concret, c'est simplement de la condensation d'énergie. Bien. Autrement dit, le monde des origines, le monde fondamental, c'est un monde d'énergie. Et le monde des apparences, avec par exemple ici le niveau mental concret, le deuxième niveau au niveau émotionnel, et là le troisième niveau au niveau physique, ça c'est le monde des phénomènes, c'est le monde de ce qui est visible, de ce qui est perceptible. Ça c'est le monde concret dans lequel nous vivons. Il est bien évident que si j'en reste, et c'est ce que nous faisons la plupart du temps, si j'en reste au niveau concret, je ne peux absolument rien modifier puisque ce monde concret est un résultat. Le monde causal, c'est le monde des énergies. Donc si je ne suis pas capable de remonter au monde des énergies, je ne peux rien modifier. Imaginez un pâtissier qui fait des essais. Il fait un gâteau et puis il fait goûter à quelqu'un. Ce quelqu'un n'y connaît rien en cuisine. Rien. Et donc tout ce qu'il peut dire dans le gâteau, c'est que il est bien. Mais peut-être qu'il gagnerait à avoir, comment dire, je sais pas, peut-être un peu plus de souplesse ou peut-être un peu plus de ceci. Mais bon, je te dis ça, mais je ne sais pas comment tu vas faire. Mais à travers ce qu'il va dire, la critique, le pâtissier qui lui a en tête parfaitement les ingrédients qui rentrent dans la composition du gâteau final. Et comment il a fait? Aussitôt, il sait, ah oui, peut-être qu'il faut que je cuise moins ça, ou que je rajoute un œuf, ou que je batte les blancs, ou que... Aussitôt, ça lui donne des idées. Il va savoir comment modifier le gâteau. Par contre, celui qui goûte et qui n'a aucune idée de la cuisine, il n'a aucune idée de comment modifier le gâteau. Il ne sait pas. Tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il pourrait y avoir ceci ou ça en moins, puisqu'il n'y connaît rien aux ingrédients. Regardez que comment nous, on fait ça avec le gâteau du monde. Quand on goûte le gâteau du monde, on n'arrête pas de dire « ça manque de paix ». Je rajouterais bien un
petit peu d'équité quelque part. Mais alors comment faire? Alors je sais pas, moi j'ai aucune idée. Hein. J'y connais rien hein, dans le monde, donc je sais pas du tout. Donc vous voyez, tout ce qu'on peut faire, c'est goûter, apprécier ou pas aimer justement ce gâteau du monde. Mais on n'a strictement aucune idée comment s'y prendre parce qu'on ne connaît pas justement ces ingrédients. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il va nous falloir participer à un grand travail d'éducation. Une éducation qui va nous amener progressivement à nous retirer des aspects purement formels et phénoménaux pour remonter dans le monde des énergies et des propositions initiales. Bref, il faut qu'on s'initie progressivement aux ingrédients qui font le monde, aux énergies consciences qui font le monde. C'est la seule façon pour nous de devenir progressivement beaucoup plus familiers avec ces énergies consciences et à partir de là, nous-mêmes de devenir un peu le pâtissier du monde et d'arriver à intervenir sur ces ingrédients pour pouvoir changer les choses. Sinon, on ne peut que simplement dire ça manque de ceci. Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait que si les politiciens voulaient bien, il faudrait qu'ils fassent ceci, il faudrait qu'ils fassent cela. C'est malheureux qu'ils s'y mettent pas comme ça. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. On est juste des critiques gastronomiques, mais on ne peut participer en rien du tout. Mais vous voyez, ça va nous demander un changement, c'est-à-dire de passer du monde des formes au monde des énergies conscience. Et c'est là qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas forcément facile. Ça va nous demander une grande ouverture et de sentir les choses tout à fait différemment. Pas facile parce que dans notre monde actuel, les raisons, elles sont extraordinairement variées. Hein, je disais, on a plein de raisons différentes. Et que la plupart du temps, nos raisons, pour nous, elles sont tellement fortes ici, tellement puissantes, qu'on n'a pas du tout envie de les quitter et de remonter à un niveau plus subtil. Ça, c'est véritablement notre niveau de vie. Par exemple, quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu comprends combien tu as peur de l'immigrant? C'est simplement des choses que tu as peur, toi. Ce sont tes propres peurs. Parfois, il peut l'accepter. Puis parfois, il peut rationaliser en disant « Ah mais pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai pas peur du tout. » Non, c'est scientifique. C'est parce que, voilà, on peut pas faire ceci, l'économie, les chiffres, les statistiques. Oui, il va camoufler finalement sa peur de changer simplement avec des choses qui apparemment sont rationnelles. Et en réalité, tant qu'on veut rester dans ce monde-là, tant qu'on veut rester dans ce monde de forme, on va toujours défendre les bonnes raisons qu'on a de dire ceci ou cela, sans remonter. Et c'est pour ça que, mine de rien, on va passer de « j'ai de bonnes raisons de croire ceci » à « j'ai raison ». Voilà. C'est comme ça qu'on a un glissement. Parce que je ne veux pas remettre en question, j'ai raison. Mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas se remettre en question? Mais parce que c'est identitaire. Mais parce que finalement, tout simplement, arriver à dire tout ça, toutes ces bonnes raisons que j'ai de croire, mais c'est moi, c'est mes émotions, c'est ce que je suis, c'est mes pensées, c'est mes corps, c'est vraiment toute ma vie. Et donc si tu remets en question toutes mes raisons de penser ça, c'est comme si tu me remets en question moi. Et là, pas question. Donc, je coupe court à la conversation, je t'ai essayé de t'expliquer les raisons qui faisaient que je pensais ça, maintenant tu me crois ou tu me crois pas, point, j'ai raison. Comme ça, c'est terminé. Voilà. J'ai raison et tu as tort. Ça te regarde, hein. Chacun fait ce qu'il veut. D'autant plus que, selon les niveaux de conscience, on n'est évidemment pas du tout parti de la même façon. Si vous prenez par exemple la grande histoire de la courbe d'involution et d'évolution, donc cette grande courbe qui raconte toute l'histoire de l'humain. Vous savez que le début de l'humanité, nous sommes ici dans la descente, cette descente en involution qui fait que l'humain, progressivement, se construit, se développe, descend dans la matière. Mais que quand il se trouve ici, donc il se trouve dans un état encore de conscience, de dépendance, un petit peu comme l'enfant. Naturellement, les raisons qu'il a de penser le monde sont extraordinairement différentes de quelqu'un qui est dans le bas de la courbe, en conscience individuelle et en affirmation de lui-même. Là, c'est sûr que quand il est là, il a tout à fait d'autres raisons de penser le monde. Et naturellement, elles sont complètement différentes de celui qui se trouve là, également en conscience de groupe, en conscience d'ensemble. Là aussi, les raisons sont complètement différentes. Ça veut dire que, ici, quand je suis en conscience de dépendance, les raisons que j'ai de penser le monde, c'est des raisons héritées. C'est parce que dans ma tribu,
on a toujours eu des bonnes raisons de penser ça pour telle ou telle raison. C'est des raisons héritées d'un très lointain passé, où mes parents disaient, où mes grands-parents disaient, où j'ai été élevé comme ça. Et donc, c'est des raisons qui sont inchangées depuis très 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 longtemps. Et je continue de penser le monde selon ces raisons. Et comme depuis des générations, on pense comme ça, donc on a raison. Celui qui est en individualité ici, il a de très bonnes raisons de penser le monde selon lui-même, sa façon de voir le monde, l'indépendance, l'autonomie. Et il a raison. Et celui qui se trouve ici dans la courbe d'évolution commence à penser le monde en termes de globalité, et puis en termes d'individu. Et il a d'autres raisons. Donc vous voyez comme finalement, toute l'histoire, c'est finalement qu'on a chacun de bonnes raisons d'avoir certaines raisons de penser ce qu'on pense. Mais quand on ne pense pas à cette courbe d'involution et d'évolution, on critique forcément les autres parce qu'on ne les comprend pas. Parce qu'on va les juger selon nos bonnes raisons. Par exemple, quelqu'un qui est en conscience individuelle ici, et qui juge tout par l'autonomie, la force, la puissance, la volonté. Si on veut, on peut. Un chômeur, s'il veut trouver du boulot, il se débrouille. Moi, quand j'étais au chômage, je me suis débrouillé et j'ai trouvé. Oui, c'est peut-être vrai dans son cas-là et dans conscience individuelle. C'est pas vrai du tout pour quelqu'un qui est en conscience de masse et qui n'a pas encore cette autonomie et qui attend qu'on lui donne du boulot. Donc, moi, c'est avec mes raisons que je vais juger les autres. Et ça, c'est dramatique, parce qu'on ne se comprend pas les uns les autres. C'est là où on faudrait voir combien, sur ce chemin du vrai, on a chacun effectivement de bonnes raisons de penser ce qu'on pense, et qu'elles sont éminemment respectables. Et que souvent, pour arriver à se rapprocher de ce que pense l'autre, il faut arriver à réaliser que il n'en est pas au même endroit, il n'a pas les mêmes raisons de fonder sa pensée, donc c'est normal qu'il pense ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas lieu de se révolter quand on voit que telle personne vote pour tel parti qui me révolte, ou tel autre. Je dis, mais c'est pas possible. Comment on peut voter pour des gens comme ça? Mais tout simplement parce que on a des raisons qui tiennent à notre évolution, à notre histoire de conscience, et qui pour nous, momentanément, sont vraies. Il est certain qu'un peu plus loin sur le chemin, ça sera plus vrai. Et c'est là où on retrouve notre processus d'éducation. Tout ce qu'on peut faire, c'est éduquer. Tout ce qu'on peut faire, c'est dire, pour l'instant, vous avez raison, là où vous êtes dans une forme de vrai. Pour l'instant, vous ne pouvez pas voir d'autres formes de vrai. Mais il va falloir s'ouvrir de plus en plus, il va falloir tendre à remonter de plus en plus. Il faut essayer d'aller au-delà. Montrer que la vérité est toujours un chemin sur lequel on ne s'arrête pas. Et donc, quand on va arriver ici dans ce monde d'évolution, et c'est le monde dans lequel vous êtes tous, puisque pour venir un petit peu à ce type de conférence, il faut déjà être sur ce chemin de l'évolution. C'est là où finalement on voit bien la flèche, on cherche véritablement à remonter vers le monde causal fondamental. C'est pas facile de quitter nos anciennes raisons de penser ce qu'on pense, c'est pas évident, mais on sait qu'il faut y aller, il faut remonter. Pour arriver à trouver une transformation intéressante. Celle que je viens de vous dire tout à l'heure en vous disant, là, on va passer d'un monde de forme à un monde d'énergie. C'est d'arriver à réaliser, mais ça vous le savez tous, que tout ce qui est causal, ce sont que des énergies. On le sait. On le sait, on le sait, on le sait. Et à partir de là, c'est là que ça commence à être difficile. Enfin, on le sait quand on évolue. Ou quand on involue. C'est intéressant de voir par exemple que ce monde de causalité, de rapport de cause à effet entre le monde abstrait et le monde concret, les peuples premiers, pour eux, c'est une espèce d'évidence. Pour les peuples premiers, c'est une espèce d'évidence que par exemple dans la forêt amazonienne, à l'origine du vent, à l'origine de la pluie, il y a des esprits, il y a des devas, il y a des consciences. Il est évident que pour eux, tout ce qui leur arrive dans leur vie, c'est dû à la mère nature, c'est dû à des esprits, à des dieux, comme ils les appellent. Nous, on dirait au monde des devas. Le monde des devas, c'est ce qu'on appelle le monde des esprits de la nature. On pourrait dire simplement que tout ça, c'est dû à des énergies consciences, peu importe comment on les appelle, qui sont en rapport, qui gèrent la nature, qui gèrent toute notre vie, la vie des humains, et que pour eux, c'est une espèce d'évidence.
Je ne sais pas si vous avez pu voir, par exemple, quelquefois, la forme d'abnégation qu'ils ont lorsqu'il leur arrive une catastrophe, ou une catastrophe naturelle, ou que, ben, ils disent, ben, c'est comme ça. La nature donne généreusement, et elle reprend. Et puis si ça nous est arrivé, ben, si on est tous comme ça, eh bien c'est parce que les dieux en ont décidé ainsi. Pour quelqu'un qui est en conscience individuelle, il dit, mais attends, mais c'est un fatalisme absolument insupportable. Moi, comment que je te ferais jouer les assurances tout de suite, vite fait, bien fait? Tu verrais si c'est les dieux qui sont derrière, j'en sais rien, m'en fiche, mais qu'on me rembourse. C'est absolument pas pareil. Il n'y a pas du tout cette notion-là. Donc là, c'est évident qu'il y a quelque chose derrière tout ce qui nous arrive. Et puis plus on descend, plus on s'individualise, plus on devient soi, conscience de soi, plus on perd complètement ce rapport de cause à effet de l'abstrait vers le concret. Là, on reste dans un rapport de cause à effet purement de physique à physique. Tout ce qui m'arrive, c'est uniquement des causalités physiques. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Tu as vu le nombre de catastrophes qui t'arrivent depuis quelque temps. C'est la faute à pas de chance. Et puis si c'est arrivé ça, c'est la faute du gouvernement. Et puis s'il se passe ça, ça c'est la faute à mon associé, là, qui est vraiment une crapule. Bref, c'est toujours la faute aux autres, c'est toujours la faute au gouvernement. C'est jamais un rapport plus haut. Donc l'histoire qui consiste à dire, mais quelle est la leçon qui est derrière, ou quelle est la proposition qui est derrière? Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Mais rien du tout. C'est simplement des pas de chance, simplement une mauvaise série, simplement une mauvaise passe. Je vais me faire rembourser, je vais faire marcher l'assurance, et puis de toute façon, c'est tout. On ne croit plus du tout au fait qu'il y ait quelque chose derrière. Par contre, quand on commence à remonter, on fait la flèche ici, ah oui, là effectivement. Vous voyez, mon triangle, là on va le mettre là, dans cette courbe de montée. Là on commence à réaliser que oui, c'est évident qu'il y a quelque chose derrière. C'est évident qu'il y a le monde de l'âme, c'est évident qu'il y a le monde des propositions. Donc il y a toujours dans l'histoire de l'humanité, tout n'est simplement qu'un ensemble de propositions. Et que si on veut comprendre ce qui se passe et intervenir sur ce qui se passe, il faut remonter à ça. Mais c'est difficile d'arriver justement à remonter à ça. Mais ça paraît effectivement être une évidence. Remonter aux propositions fondamentales. Et là, c'est vrai que c'est encore une loi simple, que d'arriver à réaliser que tout ce que nous appelons des circonstances de la vie, des phénomènes, des événements qui nous arrivent à nous, dans notre famille, autour de nous, dans la société, que tout cela n'est simplement que la concrétisation, le résultat et le symbole d'énergies vivantes qui se sont à l'arrière-plan. La plupart du temps, vous allez me dire, oui, ça, on le sait depuis longtemps. Oui, on le sait depuis longtemps, mais c'est remarquable comme on s'en sert pas. Même pour les gens qui sont bien avertis par rapport à ça, qui le savent, ce n'est pas du tout la première réaction quand il nous arrive quelque chose. Dès qu'il m'arrive quelque chose, je vais tout de suite chercher une causalité physique. Non, mais je me suis cassé la figure en voiture. Non, mais c'est pas de chance, j'ai dû déraper sur une plaque de verglas, ou je sais pas, il y avait un truc, ou il y avait quelqu'un qui m'a fait une mauvaise manœuvre. Je vais certainement pas chercher quelque chose d'autre. Là, je suis tombé malade. Ah, mais je suis tombé malade, non, c'est parce que j'ai eu une cause, c'est parce que il y a eu ça, ou il y a eu ça. J'ai attrapé un cancer. Ah, mais j'ai attrapé un cancer, mais ça, c'est la faute à pas de chance. Ça tombe comme ça, on sait pas pourquoi. Non. Et pourtant, on le sait. Non, derrière, il y a une proposition. Derrière, il y a une proposition de travail. Il y a une proposition d'avancement. Il faut la voir, il faut la trouver. Alors, souvent, les gens disent, ah ben moi, je me suis posé la question, hein. Ah ben ça, d'ailleurs, je me le pose toujours. Quelle est la leçon qu'il y a derrière, ou quel est l'avertissement qu'il y a derrière? Et je me réponds d'ailleurs tout aussi vite, j'en sais rien. Et je passe à autre chose. Eh ouais. Pourquoi? Tout simplement parce que on cherche, voyez-vous, un avertissement. On cherche une leçon, selon les mots que je viens d'employer. On cherche quelque chose qui pourrait m'être dit. Comme si à un moment donné, tu sais ce qui t'arrive, eh bien c'est parce que tu as mal fait ça, ou parce que tu as fait une erreur par rapport à ça, ou parce que tu t'es planté de ce point de vue-là. Regardez comme par exemple souvent les gens qui sont persuadés que les problèmes de santé sont dus à des mauvaises gestions psychologiques, ce qui est vrai, hein, puisque tous les problèmes de santé, tous sont d'ordre psychosomatique, mais sont tous persuadés que c'est parce qu'on a mal fait quelque chose. Presque une punition. Alors que dans beaucoup de cas, c'est parce qu'on a bien fait quelque chose. Parce qu'on s'est aventuré sur un sentier d'évolution
et que c'est pas du tout évident, et que c'est difficile, et qu'on a mal manipulé certaines énergies, ou pas assez, ou pas jusqu'au bout, ou trop, ou à côté, et que du coup, ça a pu déclencher des maladies, ça a pu déclencher des choses. Ah ben, on en est mort. Bah, c'est pas grave. La prochaine fois, on a appris quelque chose. C'est pas un problème. Donc, mais on a appris on a commencé à manipuler une certaine énergie, et on continuerait et on le fera mieux la vie d'après. C'est ça qui est extraordinaire. Vous voyez, on se met toujours un petit peu en pénitence, on a du mal à voir que, non, on répond à des propositions qui nous font avancer, mais on n'est pas toujours très doué, hein, et on peut pas toujours répondre à des énergies fort complexes du premier coup. Donc forcément, ça nous amène à faire des erreurs, des essais, des erreurs, des essais, des erreurs, des succès, des succès, des succès, des erreurs. Et puis souvent, notre santé en pâtit. Ou bien souvent, il y a des avertissements. Ou bien il y a des bornes comme ça sur le fait que, non, ça marche plus. Ah non, là, non, tu t'es planté. Bon, d'accord. Mais vous voyez, plutôt que de chercher une leçon, et si on cherchait, quelles sont les énergies en mouvement? Ça, c'est très important. Parce que c'est ce que nous allons faire cette année. C'est ce que nous allons faire cette année. Quand on cherche, par exemple, sur ce qui se passe du point de vue des frontières, ou ce qui se passe du point de vue des extrémismes, ce qui se passe du point de vue des pouvoirs, du point de vue de l'autoritarisme, on ne va pas se demander quelle est la leçon que l'âme ou que le monde donne à l'humanité à travers telle tuile, à travers telle problématique. Ah non, c'est... Oh, c'est la faute à pas de chance. Non. Nous allons chercher... Quelles sont les énergies en mouvement? Quelles sont les énergies qui nous sont proposées? C'est comme si justement cette grande vie une qui anime la planète Terre nous disait, voilà, régulièrement on vous propose des cocktails d'énergie, essayez de faire des choses avec. C'est l'idéal pour pouvoir avancer là où vous en êtes. Naturellement, nous, quelquefois, on joue les apprentis sorciers. Donc on met deux énergies ensemble. Tu penses que c'est idéal pour avancer là. Bon, parfois ça marche. Des moments ça marche plus ou moins. Et puis on dit mais ça y est, j'ai trouvé en combinant ça et comme ça de cette manière. Effectivement, on fait un pas en avant. Donc on dit moi j'ai été expulsé en arrière. C'est pas grave, il faut que tu t'y prennes autrement, mais recommence. Tu vas voir, tu vas avancer. Et voilà. Et l'humanité est un grand groupe expérimentateur d'énergie. Et donc ce qu'il faut qu'on apprenne aussi bien dans notre vie que dans le vie du monde, c'est à comprendre qu'est-ce qui se passe du point de vue énergie. Sentir ce monde des énergies. Pour ça, on pourrait dire, il y a trois propositions fondamentales. La première, c'est d'expérimenter ça avec nous-mêmes. Ça commence toujours par nous. Vous connaissez la phrase de Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez voir apparaître dans le monde ». Donc, si on veut commencer à changer, c'est par nous. Si on veut commencer à comprendre les énergies, avant de comprendre les énergies qui se passent dans le monde, essayons aussi par nous. Nous-mêmes, quand on croit se connaître, on se décrit quelquefois tout simplement comme étant, voilà, j'ai tel caractère, j'ai telle chose, je fais ceci, je fais cela, etc. Bon, on pense finalement comme ça avoir un listing de tous nos comportements. Mais ça, c'est pas se connaître. Ça, c'est simplement faire la liste de tous les phénomènes qui apparaissent au quotidien. Se connaître, c'est réaliser quelles sont les énergies qui me meuvent. Quelles sont les énergies qui m'animent? Quelles sont les énergies en mouvement en moi? Et ça change tout. Si je comprends par exemple que l'énergie fondamentale qui anime mon corps émotionnel, c'est une énergie d'idéalisme, qui fait que je suis toujours un idéaliste fort, et que c'est pour ça que finalement dans la vie je suis continuellement déçu par les gens, les autres, les situations. Et si je vois toutes les implications que ça a, cette énergie fondamentale, mais je vais comprendre plein de choses dans ma vie. Et puis surtout, je vais réaliser que cette énergie, si je m'en sers mieux, je vais m'en servir pour avancer, et non pas simplement pour subir certains inconvénients. Si par exemple, je m'aperçois que dans ma vie, je suis quelqu'un qui est toujours avec plein d'idées, et que j'essaie toujours de faire plein de trucs, et je commence les choses, mais j'ai du mal à les finir, puis je passe à quelque chose, puis je passe à quelque chose. D'ailleurs, j'ai tellement d'idées, je suis tellement charrette, d'ailleurs que je manque de temps, d'ailleurs je suis toujours un petit peu à la bourre, j'ai toujours tendance un peu en retard. Ok, c'est une énergie 3. Si je comprends que ma vie dépend de cette énergie 3, mais si je comprends cette énergie, si je la vois à l'œuvre, si je vois ses inconvénients, si je vois ses avantages, et si je me dis, mais comment maîtriser cela? Mais j'en fais un outil, j'arrête d'être une marionnette. Et j'arrête de simplement avoir un listing de comportements plus ou moins heureux. C'est comme si d'un seul coup, je prenais une certaine maîtrise de ma propre vie, parce que je commence à mieux comprendre ce qui se passe en haut de la pointe du triangle. Ah oui, donc si
mes énergies physiques sont ainsi, si mes énergies émotionnelles sont ainsi, si mon mental fonctionne comme ça, que ma personnalité fonctionne comme ça, et si j'arrive finalement à de mieux en mieux comprendre tout ça, ben je me comprends en termes d'énergie en action. C'est fondamental d'arriver à se comprendre en termes d'énergie en action, parce que sur ces énergies, on peut agir. Vous voyez, si on ne revient pas aux ingrédients fondamentaux, on est un gâteau. Vous vous aimez en tant que gâteau? Non, j'ai trop de sucre. Non, c'est trop... Non, ça manque de crème. Non, non. Non, si, j'aime bien, il y a des trucs, il y a du monde dans le gâteau. Mais bon. Si vous avez la main sur les ingrédients, mais vous changez ce que vous voulez. C'est à vous de jouer. C'est à vous de faire. Parce que vous comprenez de quoi vous êtes fait fondamentalement. Il faut en remonter comme ça justement au monde des énergies. Et alors le nec plus ultra, deuxième aspect, c'est de remonter à la sommet, la pointe, qui est l'âme. L'âme que nous sommes. C'est-à-dire le soi, l'aspect le plus subtil que nous soyons nous-mêmes. Alors là aussi, souvent, les religions nous ont enseigné qu'on avait une âme, puis c'est quelque chose qu'on a, c'est comme si c'était un peu la même pour tout le monde, etc. Bon, ça c'était un petit peu les aspects enfantins du début. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin et se dire que chacun d'entre nous, nous sommes effectivement donc un point de conscience globale, qu'on va appeler l'âme, ou le soi avec un S majuscule, peu importe, mais que cette âme, elle est sur l'un ou l'autre des 7 rayons. Ça veut dire que dans cette salle, nous ne sommes pas du tout les mêmes énergies d'âme. Et que lorsque cette âme commence à se manifester dans notre propre vie, ou quand on médite et qu'on commence à sentir ça, du coup, ça amène des sensations tout à fait étranges et tout à fait inédites. Et surtout, sachant qu'on a le même rayon d'âme sur énormément de vies, ça explique beaucoup de choses concernant notre évolution. Voilà pourquoi c'est intéressant, quand on essaye de méditer, quand on essaye de faire simplement silence, ou de rentrer à l'intérieur de soi, de dire, mais si je remonte vraiment au plus haut que je suis, au plus subtil que je suis, quelle énergie je sens? Quelle qualité? Quel comportement? Ça vit comment? Ça vibre comment? Et d'essayer comme ça de remonter à ce que je peux sentir. Arriver à percevoir justement cette qualité qui est fondamentalement différente de celle du voisin. C'est à un tel point que lorsqu'on réalise à quel point les gens sont différents du point de vue de rayon d'âme, ça nous explique combien nous sommes tellement tous différents fondamentalement des uns des autres. Et pourquoi on est toujours attiré par le même type de personnes. Et pourquoi on est toujours repoussé par le même type de personnes. À tort, parce qu'on n'a pas à se repousser les uns des autres, même si on a des rayons différents. Mais instinctivement, ça explique énormément de choses. Et encore une fois, on peut arriver à percevoir comment on peut travailler avec ça. Comment on peut comprendre et donc mieux agir. Et non plus être simplement aveugle, marionnette. Sinon, on est agi par ces énergies, mais on n'est pas acteur. On ne peut que constater les résultats sur le plan inférieur. Et alors, quand on s'est entraîné avec soi, quand avec soi, dans notre vie, on commence à faire la part des choses entre ce qui est du monde phénoménal et du monde des énergies, quand on commence à se rendre compte qu'on sent de plus en plus comment on agit à travers ça, alors c'est le moment de le faire avec le monde. Et c'est ce que nous allons faire cette année. Finalement, ce qui va être intéressant, c'est de voir à travers les événements, à travers les guerres, à travers tout ce qui se passe, à travers toutes les injustices, à travers toutes les problématiques qu'on a dans le monde, finalement, ce sont des énergies à l'œuvre. Et quelles sont ces énergies à l'œuvre? Et finalement, quelles sont les propositions? Alors naturellement, si on ne fait pas de travail du tout sur soi, et qu'on dit, ah bon, tu nous dis que là, le problème par rapport à tel ou tel, pardon, les énergies par rapport à tel ou tel défi à surmonter, c'est telles énergies. Très bien. Et alors, alors c'est vrai que si moi-même j'ai pas fait de travail sur moi en tant qu'énergie, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Alors que si moi-même je me perçois déjà en tant qu'énergie, je commence à voir ce que ça veut dire que de percevoir le monde en tant qu'énergie, et là de pouvoir aussi interagir. Entre ce que nous sommes et ce qu'est le monde, il y a une interaction qui est parfaitement faisable, possible. C'est là que tout va se jouer. C'est pour ça que vous voyez que finalement, c'est se connaître soi-même, se connaître en tant que personnalité, en tant qu'âme, connaître le monde. C'est pas quelque chose qui se fait en séquence, c'est quelque chose qui se fait en même temps, mais c'est pour vous montrer qu'il est vraiment indispensable de faire les deux en même temps.
On ne peut pas simplement rester égoïstement à n'agir que sur soi. Ça veut dire qu'aussitôt, c'est quelque chose qui doit déborder sur le monde. Et on ne peut pas espérer agir en quoi que ce soit sur le monde si nous-mêmes, on ne se connaît pas en tant qu'énergie. On fait nos premières armes, en quelque sorte, sur nous. Donc c'est pour ça que l'intérêt, c'est de pouvoir décoder comme ça et de comprendre ce qui se passe. Donc comprendre le monde en termes d'énergie conscience en train d'évoluer, chercher à toucher du doigt le plus possible ce dont il est question, de quoi il est question, de quoi ça relève, chercher à le vivre nous-mêmes, chercher sans arrêt à augmenter notre sensibilité, notre mental par rapport à cela. Et du coup, en tant qu'ensemble, si on est des milliers à faire ça, à pouvoir amener donc ces énergies à nouveau au contact du concret et du quotidien. Et c'est comme ça que le monde se change progressivement. Devenons tous des pâtissiers pour changer le gâteau du monde. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que nous allons travailler à ça donc cette année, naturellement. Nous allons chercher avec Frédéric, de notre côté, quelles sont les énergies en question par rapport aux problématiques du monde. Mais je vous rassure, nous ne prétendrons pas que nous avons raison. Ce seront certaines propositions. Ce qui serait intéressant, par contre, c'est que vous cherchiez de votre côté. Ça serait très intéressant qu'avant la conférence, eh bien que tous ensemble, on puisse chercher quelles sont les énergies qui sont en rapport avec ça. C'est pour ça que vous voyez, dans ce mois-ci, il y a plusieurs travaux qui peuvent vous être proposés. On va dire 3 travaux. Le premier travail de ce mois-ci, c'est de se surprendre quand on veut avoir raison. Et se dire, oh là là, ça c'est mauvais signe. Si je veux avoir raison, je suis vraiment au niveau de la personnalité. Bon. Donc, avance dans le vrai. Un pas en avant. Le deuxième travail, c'est de chercher à augmenter notre sensibilité à des raisons supérieures de penser ce qu'on pense. Ne pas rester scotché aux raisons habituelles que nous avons. Pas forcément sur tous les sujets, c'est énorme, mais sur tel ou tel sujet qui nous préoccupe, est-ce qu'on peut aller plus loin dans les raisons, remonter plus haut, plus global? Puis le troisième aspect, ça pourrait être de préparer notre rencontre de la fois prochaine et dire, tiens, finalement, dans ce problème des frontières que nous allons voir la fois prochaine, quelles sont les énergies à l'œuvre dans ce qui se passe en ce moment? Quelles sont les propositions? Et puis ce serait intéressant, donc, après la conférence, de pouvoir ensemble voir qu'est-ce qui en ressort. Et bien, je vous propose de méditer là-dessus.